L'accessibilité est un devoir de société inscrit dans la loi. Elle consiste à lever les obstacles qui empêchent une personne d'atteindre son plein potentiel dans sa vie et de contribuer à la société. Sur le champ de la formation, il s'agit de créer un milieu d'apprentissage accessible en se préparant à une variété de besoins au lieu de réagir face à des difficultés rencontrées. Depuis 2023, la ressource handicap formation PACA propose une méthodologie permettant aux référents handicap des centres de formation d'élaborer de manière concertée un plan individuel formalisé et suivi pour les adaptations de parcours de formation des apprenants. Un petit groupe de volontaires a accepté de partager son regard sur l'accompagnement dont il a bénéficié. Je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans. Je suis atteint de Asperger et je fais un BTS SEO. Mon année scolaire a été très mouvementée, très catastrophique depuis le début. Ouais. Depuis tout petit, un parcours du combattant. Au primaire, il arrivait à se débrouiller malgré les problèmes relationnels avec les autres élèves. Il arrivait à avoir à peu près de bonnes notes. Mais au collège, ça allait beaucoup trop vite pour lui. Et on a mis en place des aménagements comme l'ordinateur, le tiers-temps. Et à la fin du collège, on nous a conseillé de l'inscrire en classe Ulysse. Il n'y avait que le nom d'Ulysse. C'était une classe de plus de 30 élèves, 35 élèves. Mais les professeurs, dès la première semaine, lui ont conseillé de changer de formation parce que ce n'était pas quelque chose pour lui, pour le handicap, ça ne correspondait pas du tout. Il a redoublé sa première, donc la seconde, il avait redoublé. Il a redoublé du coup la première. On a mis en place avec l'enseignante référente une AVS, mais il n'y avait pas d'AVS, donc c'était le surveillant ou la surveillante qui venait t'aider. Même si je ne le savais pas, parce que le taxi venait le chercher, le ramener, mais il n'allait plus en cours. Ouais, il traînait dans la ville, à Marseille, et puis... Je me sentais plus bien je me sentais plus à l'aise dans la classe. Le stress, il était trop important. Ouais. Je représente ma fille qui, elle, est en situation de handicap et qui ne pourrait pas intervenir ici au milieu de tout le monde. C'est beaucoup trop de stress pour elle. Elle souffre donc de troubles psy, de troubles anxieux, sociaux et scolaires. Ça a commencé par le scolaire. Bien qu'elle soit... comme tout le monde, justement, c'est assez invisible jusqu'au moment où le corps réagit, puisque dans la tête, ça ne suit pas. Elle fait des malaises, elle a des crises diverses. On l'a déscolarisée. On a vu avec le collège, la médecine, enfin le médecin de l'académie. Finalement, elle a réussi à passer le brevet en candidat libre. J'avoue que j'ai fait les cours après mon travail pendant plusieurs années. Donc je me suis démultipliée en plusieurs professeurs, en fait. Après tout ce périple, on a retenté une scolarisation au lycée en se disant, bon, c'est un petit peu différent, il y a un petit peu plus de liberté. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et je me suis retrouvée dans le néant, en fait, sans savoir où aller, vers qui me tourner. Pour ma fille, eh bien, plus de scolarisation classique, donc adieu le bac, adieu les écoles d'art qu'elle voulait faire, ou de design, ou de dessin qui l'intéressaient. Au début, ce que j'aurais aimé faire, c'est aller à la fac, faire une fac de journalisme à la base, dans le sport. Mais comme c'était très compliqué d'aller la fac, parce que c'est pas adapté, que c'est loin de chez moi, j'ai dû me rabattre sur une formation pas loin de chez moi. On a vu avec ce qui était possible et il y avait le BTS comptabilité qui s'est ouvert à moi. Comme Guillaume, c'est de l'aide à la personne 24-24. On aurait pu éventuellement essayer Aix-en-Provence, mais le recteur il avait dit là vous allez vous tirer une balle dans le pied, ça va être très très compliqué à mettre en place. Oui, vous allez peut-être trouver une personne à la faculté embauchée, parce que c'est vous qui devez l'embaucher, une ESH, mais qui aura peut-être la capacité à faire tout le travail
de l'aide à la personne, mais qui n'aura peut-être pas la capacité intellectuelle à prendre des notes. L'autre possibilité, il y a des élèves qui se font financer, qui prennent les cours, mais ils ne font pas l'aide à la personne. Donc la perle rare qui fait les deux, vous ne la trouverez pas. Comme son frère, avec le handicap, il s'était dirigé vers une école à Pertuis. C'est ça. Et du coup, au bout de plusieurs années, on s'est dirigé vers cette école. C'est ça. En fait, mon frère, il a fait le BTS que je suis en train de faire. Qui est plus jeune, son frère est plus jeune. Ouais. Mais... Et du coup, ça s'est bien passé dans son école, petite structure et tout. Voilà. Du coup, je me suis dit, autant y aller. Après avoir tout essayé encore et encore, autant y aller. À chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, c'était pas possible à cause de ma maladie, oui. Parce que comme je suis pas du tout dans les maths, la comptabilité, c'était pas mon domaine. Je suis passé de littéraire à faire des maths. C'est très compliqué dans tout le parcours, à tous les niveaux. C'est compliqué au niveau scolaire, dès qu'ils sont à l'école, pour les professeurs, que les aménagements soient mis. Mais c'est compliqué aussi pour la MDPH. Tous les 2 ans, il faut refaire le dossier. C'est très compliqué pour trouver des professionnels pour faire les bilans. Il y a des décalages entre, des fois, la MDPH, le temps qu'on reçoive la notification. Les profs ne veulent pas mettre en place tant qu'ils ne reçoivent pas, malgré que les années précédentes, c'était mis en place. C'est très, très compliqué. À tous les niveaux, il faut toujours se battre. Ça, on sait qu'Alexis, il est Asperger, il sera Asperger toute la vie. On sait qu'il est dysphasique avec des troubles de compréhension dans ce que les autres disent. Et lui, dans ce qu'il peut exprimer. On sait que c'est définitif. Même si l'orthophoniste a amélioré beaucoup les choses, on sait que ça ne disparaîtra jamais. Un choix un peu par défaut. C'était pas ma tasse de thé au début, mais ça change. On a essayé de mettre à plat tout ça avec Guillaume. Il faut trouver quelque chose parce qu'il faut rester il avait envie justement de continuer au niveau des études, rester dans le milieu social, ne pas rester enfermé dans sa chambre. Donc par défaut, on a essayé de trouver quelque chose qui lui a correspondu. Ça commence à venir maintenant un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas son choix à la base. En parlant avec la mission locale, finalement, c'est eux qui m'ont le plus aidé, qui n'ont rien à voir avec le handicap à la base, qui ne sont pas vraiment faits pour ça, qui sont pour la jeunesse en général. Et donc, on s'est dit peut-être qu'une formation en alternance serait peut-être une solution. Donc une école à Aubagne, qui est l'école de céramique à Aubagne. J'ai présenté ma fille en disant qu'elle avait certains problèmes, qu'il fallait trouver une entreprise, mais qu'elle n'était pas en capacité d'aller vers les entreprises. Finalement, on a trouvé une entreprise en capacité de la prendre. Quand j'ai appelé l'école pour dire c'est bon, l'entreprise est intéressée, maintenant il n'y a plus qu'à faire le contrat. Et là, l'école me dit mais le contrat à temps partiel, c'est pas possible. On ne sait pas comment on fait, c'est pas possible. Et puis, sinon, il va falloir faire ça sur plusieurs années. Donc bon, là, les bras m'en tombent, comme on dit. Je dis, c'est pas possible. Enfin, elle était en 2e année de CAP, puisqu'elle avait suivi quand même les cours, même si elle n'avait pas eu d'entreprise. Elle était en 2e année de CAP. Et là, on lui dit, pas de CAP possible à la fin de l'année et pas de contrat à temps partiel. Ça n'existe pas en apprentissage. Comme il voyait qu'il était très motivé, qu'il était volontaire, qu'il ne manquait pas les cours, et le problème du handicap a été reconnu. Donc, ils l'ont gardé, malgré qu'il n'avait pas d'entreprise. Il a trouvé une entreprise, in extremis, pour continuer l'année en septembre. En 2e année. En 2e année. Et la responsable a proposé de le prendre dès le mois d'août. Et du coup, ces semaines du mois d'août ont compté dans les 8 semaines. Et l'entreprise, ils ont décalé, se sont arrangés, ils ont décalé. Le CFA s'est quand même battu pour
accepter au niveau du rectorat, pour qu'ils acceptent. Ma responsable pédagogique a été stressée, elle ne savait pas encore la réponse. Et donc le rectorat a accepté la première année. Si le centre de formation n'a pas envie de s'intéresser à ce projet, c'est sûr que ça n'aurait jamais eu lieu. C'est là où je disais tout à l'heure, la bienveillance également du centre est très importante. Parce que s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas la motivation, ça peut mettre en difficulté également tout ce qui est fait en amont pour essayer de trouver des solutions. Et le centre d'information, ils ont vraiment beaucoup joué le jeu et ils se sont adaptés au planning de Guillaume, à sa fatigabilité. Je retrouve dans les papiers de ma fille l'organigramme de la GFIP que la mission locale lui avait donné. Et je me suis dit, là, je fais un mail à tous les noms qui me semblent correspondre à ce que je cherche sur l'organigramme. Et 2 jours après, on m'a appelé. Et donc, miracle, la GFIP est arrivée, et la RHF donc, et qui quand même a pris enfin en main quelque chose que je portais sur mon dos seul depuis des années. La RHF a fait beaucoup auprès de l'école pour temporiser, pour essayer d'apporter des réponses, pour leur dire que si, en fait, pour les rassurer, leur dire que si, c'était possible. Je me suis retrouvée un peu en recul par rapport à ça, et ça m'a fait un bien fou, parce que j'avais l'impression de toujours devoir réinventer quelque chose. Ce qui m'a manqué, en fait, c'est des personnes au sein des écoles, au sein de différents endroits où ma fille a pu aller, qui m'aurait orientée, en fait, correctement. Et on aurait peut-être pu faire ça bien avant et ne pas attendre qu'elle ait 21 ans pour faire ça. Je m'appelle Marjane, je suis sourde et j'ai commencé une formation en septembre. J'ai eu mon bac pendant le Covid, ça a été particulièrement compliqué. J'avais suivi depuis l'école primaire un parcours à l'aide d'une association de sourds, donc un organisme qui connaissait vraiment la problématique des sourds. Puis quand j'ai eu mon bac général, une fois ça en poche, qu'est-ce que je fais ? J'ai fait une prépa art en Corse. Et là, l'accessibilité, c'était l'opposé. Pas d'interprète, rien. Dans une salle où il n'y a qu'une personne et moi, la discussion est super à l'aise. Mais dès que c'est dans une classe, que c'est dans un minimum 1 heure de cours, je me perds. Je ne peux pas suivre. Donc c'était trop. Et j'ai fini par faire un burn-out et c'était affreux. J'ai fini par trouver une école d'art sur Nice. Le référent handicap de l'école, il m'a proposé de faire une réunion avec AGFIP, que je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis dit ok, mais je n'attendais rien du tout de nouveau. Pendant la réunion a été essayé de trouver des solutions. Bon, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Il y avait France Travail, il y avait le centre de formation pour dire voilà, il y a un cas d'école. Nous, on s'occupe des travailleurs handicapés, pas des formations. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce jeune qui a envie de continuer ? Et là, tout le monde, de son côté, à Gamberger, a essayé de trouver des solutions. Alors, au début, on est parti sur des systèmes administratifs, dire, alors, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis, en fait, ça ne marchait pas. Je veux dire, à la base, tout le monde disait, il faut la hache. Mais non, la hache, on ne peut pas l'avoir. Mais si, il faut avoir la hache pour avoir ça. Mais non, la hache, il faudrait que Guillaume il aille en internat, c'est pas possible. Mais alors, comment on peut faire ? Ça va pas marcher. S'il n'y a pas la hache, ça va pas marcher. Donc tout le monde s'est à cogiter. Ah, peut-être qu'il faut faire ça. Il s'appelait. Est-ce que si on demande la reconnaissance travailleur handicapé, ça peut marcher pour faire une demande d'AGFIP ? Eh ben oui. Alors on va faire ça, mais on va pas. C'est là où ça a été le. Oui. C'est rentré dans l'ordre après la réunion où la responsable de l'entreprise, sa manager est venue. D'accord. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Sa manager accepte les aménagements d'horaires. S'il a besoin de rendez-vous pour aller rendez-vous médicaux, il y a des aménagements qui peuvent être mis en place. On avait un plan au début de la réunion.
des prises de notes et interprètes éventuellement, et finalement donc tiers-temps. J'ai demandé au référent handicap de l'école, il m'a dit c'est pas sûr, je n'en sais pas plus. Je pense quand même qu'à Nice il y a des interprètes. Je m'exprime oralement parce que je suis néo-entendante, mais ça n'empêche pas que c'est une langue dont j'ai besoin. Les individus, ils ont joué le jeu. Parce que si on était tombé sur des personnes qui à la limite, c'est marqué qu'il faut, comme souvent dans l'administratif, des fois, on a eu le cas. Là, il n'y a pas la bonne croix. Bon, ça marche pas. En fait, il faudrait la croix entre deux, mais comme elle n'a pas, c'est soit ça, soit ça. C'est sûr que si on était resté sur des personnes qui font simplement, qui ne vont pas plus loin que ce qui est marqué sur le papier, on n'y serait pas arrivé. Essayer de reprendre ce qu'on avait parlé pendant la réunion, c'est-à-dire trouver un interprète, donc une source de financement, parce que c'est très difficile à trouver, et pourtant qui me paraît essentiel pour pratiquement toutes les semaines. Pour l'instant, j'ai de super bonnes notes parce que c'est totalement sur des travaux pratiques. Mais dès que ça va être des questions sur des cours, je pense que ça va chuter. Tous ces organismes ont tous répondu présent pour travailler, pour trouver des solutions et après monter des dossiers de financement et des aides pour Guillaume. Mais ils ont l'habitude de travailler verticalement. Et chaque organisme travaille verticalement. Et là, il fallait travailler verticalement et horizontalement. Et c'est là où ça a été long, ça a été compliqué. La réunion, c'est important aussi parce que ce qui s'est dit entre l'école et la GFIP, ce qui s'est dit entre Cap Emploi et l'employeur, le futur employeur ou autre, nous, on n'a pas toujours le retour non plus. C'est ce qui est normal, hein, on ne l'a pas à la minute. Donc la réunion permet de savoir où on en est exactement et ce qui est proposé. J'ai eu un devoir que je devais rendre à la fin de l'heure. Je pensais qu'on avait beaucoup plus de temps. Et là, j'ai demandé à la professeure si je pouvais avoir le tiers-temps. C'est la seule fois que je l'ai demandé et elle m'a dit non. Même si elle parle bien, elle n'a pas tout compris. Et ça, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'handicap de comprendre ça. On a parlé du centre de formation qui est bienveillant, mais l'éducation nationale, quand ils veulent pas, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Nous, quand il y a eu l'inclusion de Mistral, il y en a qui ont voulu faire grève parce que le chien il allait faire pipi partout. Il y en a qui ont dit je vais amener mon perroquet, il y en a qui ont dit je vais amener mon singe. Il y a eu la stupidité parce que quand ils veulent pas, ils veulent pas. J'ai plutôt l'impression que les aménagements sont à la bonne volonté des professeurs. Et ça, je me dis, il faut qu'ils comprennent quand même que c'est une obligation. C'est pas je parle, donc forcément, je peux vous comprendre. Non, ça marche pas comme ça. J'ai quand même de la chance d'avoir un délégué qui lui-même est en situation de handicap. Il va essayer d'aider. Moi, je me sens pas aller voir des professeurs et leur dire « c'est pas bien ce que vous faites, je veux que vous fassiez comme ça ». En tant qu'élève, même si je suis adulte, je peux pas faire ça. J'ai un référent handicap. Il a fait un mail général. Mais je sais pas ce que ça va donner parce que je ne sais pas quel pouvoir il a sur les professeurs. Un délégué va pouvoir faire entendre sa voix, mais n'aura pas le pouvoir de la loi appliquée. L'enseignant référent, il a des outils qui sont très importants. Là aussi, c'est l'individu qui fait la différence. Nous, on a un enseignant référent qui s'est battu. Et il a dit non, il y a des lois. Les lois qu'a fait heureusement un président, Jacques Chirac, la loi de 2005, où si on épluche, il y a des droits et des devoirs. Entre les RH, RHF, tout ça, ils savent. Mais d'un autre côté, on a les professeurs qui se disent il y a déjà eux qui gèrent, c'est pas à moi de faire. Ce qu'on pourrait proposer, c'est comme dans mon cas, je pense, c'est des réunions avec les professeurs pour leur expliquer et sensibiliser aux situations de handicap.
Heureusement qu'il y a des organismes, voilà, et puis et qu'il y a des organismes comme la GFIP, tout ça qui sont bienveillants, parce que c'est vrai qu'en France, ça se voit quand même particulièrement, c'est que un handicapé est considéré comme un boulet en France. Hein. Faut dire ce qui est. C'est pas comme on part déjà avec une mauvaise mentalité à la base, ça fait qu'on tombe sur des personnes qui sont dans l'enseignement ou autre chose, hein, qui n'ont pas cette subtilité que eux, ils peuvent avoir un enfant handicapé, ils peuvent être handicapés, ils auront des grands-parents qui auront des difficultés, et ça, c'est pas ancré. Beaucoup de personnes en situation de handicap n'iraient pas après le bac, ou même jusqu'au bac. Et je ne me sens pas seule de me dire allez, on fait les études supérieures. Dommage qu'elle soit pas là, mais elle se serait rendue compte aussi que il y en a d'autres et qui s'en sortent aussi, et que son parcours de galère, il est partagé par beaucoup. Non, je trouve que c'est vraiment important de discuter avec des gens qui sont dans la même galère que moi. Et du coup, oui, c'est important les réunions comme ça pour faire évoluer, que ça soit un peu plus simple. J'ai toujours été seul et avec ma mère pour trouver les solutions. Et le fait de pouvoir échanger là ensemble, peut-être ça va faire avancer les choses pour plus tard.